C'était au Kazakhstan, c'est sûr. C'était au musée d'État des Arts à Almaty, qui est un musée qui existe toujours dans la ville, musée très soviétique, construit à l'époque soviétique, très soviétique par sa collection, parce qu'il y a pas mal des artistes des années 60, 70, les artistes kazakhs, qui ont tous étudié à Moscou, donc la métropole de l'époque, le centre. Parce que oui, pour celles et ceux qui connaissent pas, le Kazakhstan faisait partie de l'Union soviétique. Donc c'était la périphérie de cet empire soviétique en fait. Et le centre, c'était Moscou. C'est là où les gens vont aller pour étudier, c'est là où ils vont aller pour apprendre. Et en fait, dans ce musée à Almaty, musée Kasteyev, c'est là-bas où j'ai vu les arts, les œuvres d'art. J'ai pas vraiment de, si tu veux dire, si tu veux savoir quelle était l'œuvre qui m'a marquée, j'ai pas d'œuvre unique comme ça en tête. Mais c'était à Almaty, voilà, dans ce musée où j'ai vu, et j'ai même, je pense qu'en tant que écolière, j'ai suivi les cours de dessin dans ce musée-là. Donc j'étais aussi sensibilisée parce que j'avais un peu cette pratique et ça me plaisait, voilà. Jusque-là, pour moi, l'art était une chose tellement sérieuse. Hors cadre, le podcast du Paragone. Il n'y a pas d'individu qui ne sait illustrer les influences autour de lui, ne peut s'efforcer. L'histoire de l'art ne commence qu'après la mort de l'œuvre, comprenez-vous. Il y a beaucoup de hasard dans l'histoire de l'art. Je suis Tilda Ramazan, je suis curatrice et doctorante à Sorbonne Université et je suis kazakh. Ce qui veut dire que je viens du Kazakhstan, mais je fais toutes mes études supérieures en France. Donc je fais ma licence en histoire de l'art à Strasbourg et puis je fais mon master, mon année préparatoire pour le doctorat à Paris et maintenant je suis en thèse. C'est très bizarre de le dire, mais en fait j'ai appris et j'ai réalisé qu'il y a toute une scène d'art contemporain dans ma région natale. J'ai réalisé ça à Strasbourg, en France, parce que au moment où j'étais en 3e année de licence, il y avait une expo collective au musée qui s'appelle MAMX, Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, où il y avait un projet qui s'appelait La vie est une légende, qui mettait en valeur justement les artistes de l'Asie centrale. Et j'ai vu ça et j'étais en L3 en train de chercher un stage long, donc j'ai postulé, bien évidemment. Et lorsqu'ils ont vu que je suis kazakh de la région, ils m'ont pris. Et en fait, j'ai pu rencontrer pas mal d'artistes qui sont venus à Strasbourg pour le montage, l'installation. Il y avait même un artiste qui s'appelle Alexander Ogay, qui est venu faire une espèce de résidence avec les étudiants de master de la fac de Strasbourg. Et j'étais à la fois interprète, assistante, j'ai aidé avec le catalogue, j'ai aidé avec la coordination de l'expo, donc c'était incroyable. Et en fait, c'est que en France où j'ai appris qu'il y a cette scène, parce que ces artistes-là, ils n'étaient pas du tout visibles au Kazakhstan. Et c'est là où on peut rentrer dans les détails pourquoi ils n'étaient pas visibles au Kazakhstan, parce que c'est une dictature qui ne voit pas de valeur dans les pratiques artistiques contemporaines, ce qui veut dire que ces régimes ne vont pas financer ces pratiques. Il n'y a pas de lieu d'exposition. Il n'y a que des initiatives privées qui commencent à avoir la valeur dans ça. Et là maintenant, à Almaty, dans la ville où mes parents habitent et où j'ai habité avant de venir en France, il y a 2 institutions privées qui sont financées par les oligarques, businessmen qui apparaissent. Mais au niveau étatique, rien ne se passe pour soutenir cette création contemporaine. Donc j'ai appris ça en France et je me suis dit, en fait, il faut que je travaille avec ces artistes-là. Et c'était tellement bizarre de savoir qu'ils existent et que j'ai jamais pu les voir dans mon pays. Qu'il fallait partir de ce pays-là pour les rencontrer. Je pense que là, c'était un souvenir assez impressionnant qui a vraiment défini mon parcours professionnel parce que après avoir terminé cette licence, je suis en fait rentrée au Kazakhstan parce que je voulais pas rester à Strasbourg. Je voulais aussi avoir une meilleure connaissance de moi-même et de ce que je veux faire. Et du coup, je suis rentrée et j'ai commencé à travailler avec ces artistes-là tout de suite au Kazakhstan. Donc j'ai commencé à monter des expos, des très petites expos autofinancées. Et puis j'ai découvert qu'il y a d'autres artistes, qu'il y a des nouvelles générations d'artistes qui apparaissent.
de mon âge, donc très très jeune. On est devenus amis, on est devenus collègues, et c'est comme ça que j'ai pu vraiment construire mon projet et partir après, 5 ans plus tard, à Paris pour faire mon master, avec déjà ces projets bien construits en tête. À Milan, en ce moment, il y a une expo qui s'appelle You Are Here, Central Asia, que j'ai eu la chance de co-curater avec une collègue à moi, Aïda Sulova, donc une curatrice kirghize. Et en fait, cette expo, elle a lieu dans une institution privée qui s'appelle Fondazione Elpis. Elpis, c'est un mot grec pour dire espoir, parce que la fondatrice de cette institution, Marina Nissim, elle est d'origine grecque. C'est une businesswoman italienne, dont le business d'ailleurs n'a rien à voir avec l'art. Donc Marina Nissim qui a cette collection d'art qu'elle a hérité en partie parce que son père collectionnait déjà. Et ce que j'aime à Marina, c'est qu'elle n'a pas vraiment il n'y a pas de ligne directive dans sa collection, elle achète l'art qu'elle aime. C'est pour ça que sa collection n'est pas très curatée, c'est juste les objets très très différents qui proviennent des différents coins du monde, disons comme ça. Et donc c'est Marina avec son équipe qui m'ont approché parce que Marina est allée à la Biennale de Venise en 2022. Mais c'était pas la Biennale de l'art, c'était la Biennale de l'architecture. Et elle a vu le pavillon ouzbékistanais et elle a été impressionnée. Et elle s'est dit qu'en fait, elle n'a jamais vu l'art de cette région du monde, l'Asie centrale. Et en fait, la politique de cette fondation privée, elle est très intéressante parce que Fondazione Elpis travaille par région, à la fois à l'intérieur de l'Italie, parce que dans le pays, il y a 20 régions différentes, et aussi à l'échelle internationale. Donc chaque expo est dédiée à une région précise. Donc la première grande expo internationale qui a lieu dans son fondation, elle était dédiée à la région de l'Asie Sud-Est, et la deuxième, maintenant, est dédiée à la région de l'Asie centrale. Il y a 27 artistes de 4 pays centra-asiatiques, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Il y a 3 générations différentes, il y a tous les médiums, il y a les vidéos, il y a les sculptures, il y a les objets, il y a pas mal de textiles, parce que textile, c'est quand même... Il constitue l'ADN de la région, puisqu'il y a beaucoup d'artisanat. L'Asie centrale, elle est vraiment connue pour son artisanat. Et puis il y a des performances, voilà. Je pense qu'il faut juste que je dise qu'avec cette expo qui s'appelle You Are Here, on voulait pas vraiment rentrer dans... On voulait éviter quelques erreurs qui ont été faites, je pense, par mes collègues, par mes prédécesseurs, parce que souvent les expos comme ça, qui englobent toute la région, elle était premièrement curatée par les personnes extérieures à la région, par les curateurs blancs qui étaient de visite en Asie centrale pour, je sais pas, une semaine, et qui après montaient une expo donnant une représentation fautive à la scène. Et j'espère qu'on a réussi à éviter les clichés exotisants aussi, parce que c'est souvent le cas lorsqu'on parle de l'Asie centrale, de l'art qui est extra-européenne. Donc là, je pense que c'est bon, c'est tout bon. Ma perception de ce métier de curateur, commissaire, elle est assez politique parce que pour moi, c'est une figure d'autorité. C'est une figure qui exerce une certaine autorité, et on sait très bien, si on regarde l'histoire de ce métier, que les curateurs ont été souvent critiqués pour leur autorité, l'excès de cette autorité, pour même leur dictature. Je sais pas, je pense par exemple à Hans Ulrich Obrist ou je sais pas, Harald Zeeman, les curateurs qui sont souvent, dont on entend parler souvent lorsqu'on étudie l'histoire du curating en général. Les expositions, pour moi, c'est une manière de produire un savoir. Je pense que comme on le fait avec un discours, comme on le fait avec les livres, on peut le faire avec des expos. Et le curateur, bien sûr, comme personne qui définit le discours qui va être représenté, illustré, mais aussi... je veux pas dire que les œuvres sont là que pour illustrer ce discours, non. Mais c'est quand même je pense que c'est le curateur qui crée ce contexte dans lequel les œuvres s'inscrivent. Et dans ce sens-là, c'est aussi une façon de parler, de parler pour soi. Et je pense que sachant la spécificité du contexte centra-asiatique, que souvent les autres ont parlé pour nous,
Et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment... Bon, je pense bien entendu à ce livre, Les subalternes peuvent-elles parler de... Et bien sûr, à ce moment-là, j'oublie Gayatri Spivak. Voilà, donc c'est la littérature post-coloniale. Oui, nous, parlant de cette position post-coloniale, post-soviétique, il y a cette question de qui parle pour nous, pourquoi les autres parlent pour nous et pourquoi nous, on ne peut pas parler pour nous-mêmes au monde globalisé, au monde occidental. Donc je pense qu'il y a de ça, il y a beaucoup de ça dans ma compréhension de ce métier. J'ai envie de parler moi-même pour ce qui constitue pour moi l'art de ma région en général. Et on sait que l'art maintenant, et même avant, toujours, moi en tout cas, je crois en ces potentiels de l'art, potentiel politique, et dans le rôle politique de l'art, de produire un discours, d'influencer le statu quo. Pour moi, c'est pas justement de la décoration, d'illustration. Pour moi, c'est juste, on réfléchit avec les formes, on réfléchit par ces formes. Et pour moi, c'est une manière de réfléchir, de penser et de critiquer peut-être aussi la situation qui est assez difficile dans la région. Donc c'est comme ça que je vois ce métier-là. Et je pense que c'est assez logique que mon expérience de doctorat, elle complète mon activité de curatrice parce que lorsqu'on parle de la production de savoir, bien sûr la recherche théorique, elle est aussi là tout à fait légitime en tant que pratique qui va accompagner cette recherche plastique que je mène à travers mon curating. Et je pense que moi-même, je me perçois en tant que curatrice non institutionnelle, indépendante on dit, interdépendante on dit aussi aujourd'hui. Ça veut dire que je ne travaille pas pour une institution précise, mais je collabore bien évidemment avec des institutions différentes. Là, il faut dire qu'il faut préciser de quel contexte géographique on parle lorsqu'on parle des institutions. Parce qu'en Asie centrale, si vous travaillez avec les institutions d'État ou institutions privées, dans les deux cas, vous collaborez avec le régime. Et c'est un aspect qu'il faut assumer, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'en Asie centrale, si je fais des expos, je les fais rarement avec les institutions. Je les fais moi-même. Et c'est souvent autofinancé. Il faut vraiment voir en fonction de chaque situation et de chaque contexte. Pour les galeries, je pense que oui. Effectivement, on voit de plus en plus souvent des curateurs qui sont sollicités par des galeries. Et c'est une pratique normale. Et je respecte ça. Parce que je pense que les galéristes, souvent, ils n'ont pas d'expertise curatoriale. Et bien sûr, ils et elles sont motivés par la vente. Par le fait qu'il faut gagner cet argent-là. Mais curateur, il va être là, il va intervenir, elle ou il, pour justement mettre un peu de distance et pour proposer une lecture plus nuancée, plus critique aussi. Et je respecte tout à fait ça. Moi, je n'ai jamais eu d'expérience comme ça, de travailler, de collaborer avec une galerie d'art. Mais peut-être un jour ça va venir, et je sais pas, faudra voir. Cas par cas. Voilà, mais je pense que oui, c'est tout à fait ça a lieu, et à mon avis, il faut que chaque galeriste travaille avec un curateur, parce que souvent, quand c'est un galeriste qui curate, on voit très bien que c'est juste des expos qu'on appelle des expos commerciales, dans le sens où il n'y a pas peut-être de profondeur conceptuelle, critique, voilà. Comme le Kazakhstan et tous les pays centra-asiatiques dont je parle dans ma recherche et dans ma pratique curatoriale, ils faisaient partie de l'Union soviétique. Ils ont hérité ce système soviétique où il y a une scène officielle et une scène underground, si vous voulez. Donc il y a les artistes officiels qui sont attachés, affiliés à cette structure qui existe toujours, qui s'appelle Union des artistes, qui est financée par l'État. Normalement, ils ont des studios, des endroits où ils peuvent travailler. Il y a des galeries d'État où ils peuvent exposer. Et puis, il y a les artistes contemporains qui sont apparus un peu malgré cette situation. Donc, ces artistes qui n'ont pas trouvé leur place dans ce système officiel et qui voulaient peut-être pas s'y intégrer et qui ont commencé à faire des choses différentes. Et je pense que ça a
toujours évolue comme ça. Donc il y a comme 2 registres qui sont très très visibles. Et c'est intéressant, mais il y a aussi un processus qui a lieu maintenant, c'est que en fait, les artistes dits non officiels commencent à être perçus par l'État. Et ils commencent à être instrumentalisés aussi maintenant. Voilà. Donc 30 ans plus tard, 30 ans après la chute, l'État maintenant commence à être... commence à voir en fait ces artistes-là et commence à comprendre qu'on peut générer une certaine image de soi en aidant cet artiste-là, en exposant ces artistes-là à l'étranger, d'où en fait d'où les pavillons nationaux de ces pays à la Biennale de Venise par exemple. On sait qu'à la Biennale de Venise, en tout cas maintenant les règles, c'est que en fait le ministère de la Culture du pays qui veut participer doit faire une lettre qu'elle est d'accord pour soutenir le projet, qu'elle valide le projet. Et c'est comme ça qu'on peut accéder à ces pavillons, avoir cette représentation nationale à la Biennale de Venise. Et du coup, bien sûr, maintenant, dans cette situation, les 2 sont obligés de collaborer. Donc, si vous voulez exposer des artistes contemporains, il faut quand même passer par le ministère. En Ouzbékistan, maintenant, ce que je vois, ce qui se passe, c'est que le régime commence à monopoliser tout. Et en fait, il y a les artistes, pareil, contemporains, qui commencent à travailler avec le régime. Et puis, il y a d'autres artistes qui veulent pas le faire. Et dans ce cas-là, ils deviennent complètement exclus de tout. Donc, doublement exclus. Parce qu'ils sont pas... Ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas peut-être soutenus par le régime soviétique et ils sont plus soutenus par le régime contemporain indépendant. Au Kazakhstan, la situation est plus nuancée parce qu'il y a comme plusieurs acteurs et donc on peut jouer sur cette pluralité en tout cas. Donc il y a le ministère qui commence à s'intéresser, mais pas au même degré que le ministère de l'Ouzbékistan, par exemple. Donc on commence à comprendre l'importance de l'art contemporain, mais en même temps, on a toujours cette idée et cette envie de promouvoir la création médiévale. Et je pense que l'expo qui a lieu en ce moment au musée Guimet est une parfaite illustration de ça, où en fait le Kazakhstan est montré en tant que civilisation nomade, à travers les artefacts qui ne sont pas vraiment liés à la contemporanéité, mais plutôt à l'histoire médiévale. Voilà. Donc je pense que oui, il y a des dynamiques différentes dans les pays, et c'est ça ce que j'étudie en ce moment-là. Et si, dans le cas du Kazakhstan, l'art contemporain reste un espace de contestation, et c'est là où on peut encore attendre des artistes qui vont proposer des alternatives par rapport à ce que l'État veulent qu'ils proposent. Mais en Ouzbékistan, je vois que ça change et que voilà, les artistes commencent à être complètement intégrés et instrumentalisés. Voilà, donc je peux pas dire que c'est un processus uniforme, universel, mais qu'il faut voir l'État par l'État pour comprendre quelle est la situation. Mais dans tous les cas, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Moi, à mon avis, je pense que tout art est politique, et lorsqu'on veut pas faire un art politique, c'est aussi un choix politique de ne pas le faire. En Asie centrale, oui, on est un peu on souffre un peu de cette perception que dans un contexte où il n'y a pas de contestation citoyenne, où les citoyens ne peuvent pas vraiment participer à la vie politique, l'art devient un moyen à travers lequel on génère les messages politiques. Mais bien entendu, pas tous les artistes font ça. Et absolument pas... Enfin, il y aura pas... Tous mes collègues seront pas d'accord avec moi, en fait. Bien entendu, il y a des œuvres explicitement politiques. Il y a des œuvres implicitement politiques. Il y a des œuvres qui ne le sont pas, mais qui deviennent par le discours qui les accompagne. Mais je pense que dans un contexte où il n'est pas attendu de toi que tu vas réfléchir par toi-même, que tu vas avoir un esprit critique, faire même des paysages parce que tu veux le faire et pas parce que tu as été dit qu'il faut le faire, c'est un choix politique. Je pense que même à ces degrés-là, il y a comme plusieurs degrés, voilà. C'est comme un spectre, disons, voilà. Où en fait l'extrémité, ça sera des actions sur place publique avec
activisme, mais actionnisme, ça existe. Et de l'autre côté, il y a des artistes et ça existe toujours, qui ont des boulots, disons, normaux, des jobs alimentaires, qui sont pas du tout reconnus officiellement en tant qu'artistes, mais lorsqu'ils ont chez eux, ils font des travaux qui sont un peu différents. Donc ça peut avoir un degré différent. Mais je pense que, quand même, je veux pas dire que tout art provenant de l'Asie centrale est politique, mais sachant le contexte dans lequel il a été créé, c'est quand même très très difficile de ne pas voir l'influence de ce contexte et l'influence politique, l'influence dans comment les artistes pensent. Même les conditions de création de ces œuvres-là sont définies par la situation politique. Donc oui, je pense que c'est omniprésent et c'est un peu inévitable. Je considère à la fois la forme plastique, l'esthétique, mais aussi le contenu, le message, qui est délivré à travers cette forme plastique. Bien sûr, les deux sont en considération, et je pense que la perception et le positionnement politique sont quand même primaires, parce que c'est eux qui définissent la forme finale. Au moins, moi, je pense comme ça. Je pense il y a d'abord une idée, et puis je cherche la façon de représenter cette idée, façon matérielle. Donc, peut-être pour les autres, c'est différent. Peut-être pour les autres, la forme, elle est primaire, et puis il y a le concept qui vient après. Mais pour moi, je pense que on a une certaine manière de voir ce monde-là. Et cette manière-là, elle est complètement dépendante de notre expérience et de notre position. Et lorsqu'on crée les œuvres, lorsqu'on choisit la forme esthétique, on va avoir l'influence de ces positions-là, je pense. Donc les deux sont importants, mais les deux sont entreliés, entrelacés. Je choisis ce cadre doré, qui est doré comme tous les autres. Je pense qu'il est extra aussi, too much, tu vois. Et c'est ça ce que j'aime. Il est trop... Il prend trop de place, trop d'attention. Et il se distingue des autres. Mais ouais, immédiatement. Il a capté mon œil, mon attention, donc oui. Ouais. Parce que je voulais soit un truc minimaliste, et puis je me suis dit c'est assez humiliant, donc voilà. Je choisis celui-là. J'aime bien les détails comme les feuilles, les détails végétaux, non? Et puis il est assez petit, j'ai l'impression. Donc il est assez... On a l'impression qu'il y a beaucoup de cadres. Et au final, il est petit et il va encadrer une chose assez précieuse, j'imagine. Voilà. Je sais pas si ça te va.